Donc, on enchaîne cet après-midi sur une conférence de messieurs Mathieu Manant et Jean-Marc Desmolly d'IJM Destroy, ancien monument de la presse jeux vidéo pour ceux qui le connaissent. Et justement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je pense notamment aux plus jeunes dans la salle, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et de ce qui vous amène ici aujourd'hui? Alors donc oui, je suis Jean-Marc Desmolly. Comme tu l'as dit, j'ai écrit beaucoup d'articles signés sous le pseudonyme de JM Destroy. Moi, je suis arrivé dans le jeu vidéo par passion. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent une console, un Pong. J'étais complètement amoureux de cette machine. Et puis, très rapidement, le Pong, enfin, il y avait des limites au Pong. Forcément, on s'ennuyait très vite. Au bout d'un mois d'utilisation, 2 mois d'utilisation intensive, ça ne me suffisait plus. Et donc, à cette époque-là, il y avait encore pas grand-chose. En console de jeu, il y avait le VCS d'Atari. C'était cher. Et il y avait les ordinateurs programmables, enfin les micros. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un ZX 81, et il y avait des calculatrices programmables. Et la calculatrice programmable, c'était l'objet. C'était l'objet informatique, l'objet qui pouvait être accepté par mes parents. C'est-à-dire qu'une console de jeu, c'était naze, mais un truc informatique, c'était bien. Et moi, ça me plaisait bien. J'avais envie de programmer, etc. Donc, j'ai réussi à avoir une calculatrice programmable. Et de fil en aiguille comme ça, j'ai eu un Orica, un Amstrad, un Commodore 64, un Atari ST, un Amiga, etc., etc., etc. Et j'étais un grand pirate de jeux. C'est facile de pirater à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai tissé pas mal de relations avec d'autres pirates dans le monde entier. Et j'avais donc une collection de jeux impressionnante. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir ça, parce que les nouveautés arrivaient très vite. Et ces nouveautés pouvaient être monnayées, notamment auprès des quelques magazines qu'il y avait. Les magazines avaient besoin d'informations. Et à l'époque, il n'y avait pas d'éditeurs qui étaient basés en France. Donc il n'y avait pas Capcom, Konami, enfin tout ça, où les éditeurs anglais n'étaient pas en France. Donc c'était extrêmement difficile pour un magazine d'avoir de l'information, d'avoir de la matière première. C'est comme ça que je suis tombé dans la presse, c'est-à-dire c'est en donnant ou en échangeant ou en vendant mes jeux aux magazines qui me les achetaient, que j'ai mis un pied dans la presse. Un jour, le rédacteur en chef de l'époque, le magazine c'était Micronews, le rédacteur en chef de l'époque me dit « Ah bah Jean-Marc, plutôt de faire écrire un article par un autre, est-ce que tu veux bien essayer de voir si tu arrives à écrire quelque chose de correct ?» Donc j'ai essayé, a priori ça a plu, et j'ai comme ça commencé à écrire un article, 2 articles, 10 articles, 50 articles, 100 articles, et je continuais toujours à pirater et à fournir des jeux, et j'ai été contacté après par Mark Andersen, qui avait lancé un magazine qui s'appelait Joystick, mais en formule hebdomadaire, Joystick Hebdo. Et il m'a dit Jean-Marc, voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux venir voir le magazine? On n'arrive pas très bien à en vendre, mais j'avais rien, j'avais 17 ou 18 ans à l'époque. Et il me demande mon avis. Alors moi j'étais un peu impressionné, parce que le type il avait quand même de la bouteille, il faisait des magazines politiques avant, donc il avait de la bouteille, et je lui ai donné 2-3 conseils, enfin moi ce que je pensais en tant que passionné, et apparemment ça a bien fonctionné aussi, et il m'a embauché, et moi je passais mon bac à ce moment-là, que j'ai foiré une première fois, forcément. Et j'ai donc collaboré à la fin de Joystick Hebdo, puis après de Joystick mensuel, où toute l'équipe a élaboré le premier numéro de Joystick, et puis après Joystick, Joypad, Superpower, Megaforce, Playmag, etc. Donc on a fait quand même beaucoup de magazines, et ça pendant une petite quinzaine d'années, jusqu'en 2000, où j'ai arrêté ces activités. Ensuite, j'ai créé des sites internet de solutions de jeu, mais comme j'avais, moi, un modèle économique en tête, c'était le modèle économique papier, j'avais pas trop compris ce qu'était qu'Internet, et donc j'ai reproduit le modèle économique que je connaissais à Internet, ce qui est une erreur dramatique, puisque ça n'a pas du tout marché. On ne réfléchit pas du tout quand on veut créer des sites, on ne réfléchit pas comme on réfléchit quand on crée un magazine, et du coup, je me suis planté. Et il y a maintenant 6 ans de ça, 7 ans presque, on a créé Geeksline,
qui est donc une société d'édition sur les jeux qui, moi, me faisaient extrêmement plaisir à jouer et à voir au cours des années 90. Donc une société d'édition qui ne parle que des machines qui nous ont fait frissonner dans ces années-là. Voilà. Et donc j'ai rencontré Mathieu. Donc Mathieu, il va nous expliquer quelle est cette rencontre. Moi, j'ai pas écrit dans la presse jeux vidéo à l'époque, à mon grand regret. Je l'ai lu beaucoup, énormément. J'ai une pile de magazines chez moi, toujours, j'ai tout gardé et ça prend de la place. Et c'est quand même quelque chose qui m'a inspiré parce que je faisais mes petits magazines chez moi, que je faisais des découpages dedans, je me faisais mes maquettes, etc. Et quand est arrivé Internet, j'ai commencé à écrire sur des sites amateurs. Donc, au début d'Internet, il y a beaucoup de ces sites qui n'existent plus aujourd'hui, je crois même tous ceux dans lesquels j'ai écrit. Et petit à petit, il m'est venu l'idée d'écrire un livre dédié à la Nintendo 64 parce que c'était un petit peu ma machine de prédilection à la fin des années 90, parce que Pixel Love, l'éditeur chez lequel Jean-Marc travaillait à l'époque, avait déjà traité la NES, la Super Nintendo, donc pour moi la Nintendo 64 c'était la suite logique. Donc j'ai présenté mon projet, puis j'ai jamais eu de réponse, puis j'ai présenté mon projet à droite à gauche, j'ai essayé de me servir un petit peu de mes relations parce que j'avais écrit notamment pour Jay qui avait fondé Gameplay RPG, donc j'ai essayé de faire mâcher mes relations que j'avais. Et finalement un jour j'ai Jean-Marc qui m'a contacté et qui était intéressé pour éditer mon livre, alors qu'il venait tout juste de lancer sa maison d'édition, qui avait fait juste un magazine, un guide stratégique. Ouais, au préalable, j'avais créé la filiale française d'un groupe qui s'appelle Prima. Et Prima, c'est les magazines, enfin les gros ouvrages de solutions de jeux vidéo. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai lancé l'activité Geeksline avec le champion du monde de FIFA et de PES qui s'appelle Bruce Granek, et on a fait un guide stratégique sur FIFA. Voilà. Donc ça, c'était la première production de Playmag. Et ça a permis de mettre Geeksline sur les rails et puis d'éditer un bouquin qui était beaucoup plus poussé, parce que là, c'est pas... Hop, attention, c'est pas voilà. Voilà, là, c'est plus du guide stratégique, là, c'est vraiment un gros bouquin avec la couverture rigide où je parle de la Nintendo 64 dedans, de son histoire, de son processus de développement jusqu'à sa fin de production, où je teste tous les jeux, où je recense tous les accessoires. Et du coup, c'était le premier livre de Geeksline, le premier vrai livre de Geeksline, qui est sorti maintenant, il est sorti en 2014. Ce qui est important quand on lance une société, en fait, c'est les moyens financiers. Au départ, on n'en avait pas. Et le fait d'avoir fait ce guide stratégique était extrêmement important parce qu'avant de le commercialiser, on avait déjà toutes les commandes de Auchan, Carrefour, Micromania, la Fnac, et on s'est servi de ces commandes pour pouvoir avoir l'argent suffisant pour pouvoir l'imprimer. Et ça, c'était quelque chose qui était super important, et c'était impossible à faire sur un bouquin comme la Nintendo 64, parce qu'un guide stratégique sur FIFA, c'est du grand public, alors qu'un ouvrage comme celui-là, c'est quand même une niche, et c'est vraiment réservé, le potentiel de vente est très inférieur à celui d'un guide. Donc le fait d'avoir pu vendre, je crois qu'on avait vendu 25 000 de guides stratégiques, ça nous a permis d'avoir les moyens financiers de ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était de créer des ouvrages qualitatifs. C'est-à-dire qu'il était hors de question de faire un magazine sur les jeux vidéo rétro. C'était pas le mood. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était rendre hommage aux machines qui m'avaient fait frissonner quand j'étais plus jeune. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Mathieu. Et Mathieu était exactement en phase avec ce que je pensais. Et il avait fait un travail en amont remarquable. C'est pour ça que je suis rentré en contact avec lui. Et qu'on on est toujours aujourd'hui Oui, parce que quand j'avais présenté mon projet de livre, j'avais pas juste envoyé des textes, j'avais fait une fausse maquette. En fait, j'avais déjà maquetté, fait la mise en page pour montrer un petit peu la structure, ce que je voulais présenter dans le livre. Et du coup, c'est ça peut-être. Au début, j'avais juste envoyé des textes, j'avais juste envoyé mon projet, juste un sommaire, donc il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien de palpable. Les gars qui recevaient ça devaient se dire, oui, bon, c'est gentil, tu proposes, oui, tu vas faire l'histoire, tu vas faire ça, tu vas faire
faire ça, mais tu me proposes juste un sommaire, je vois rien de concret. Et quand j'ai envoyé la maquette, la fausse maquette que j'avais fait avec du texte, avec des images, avec du contenu, vraiment, c'est là que j'ai eu la réponse et que le projet est parti et s'est concrétisé. Oui, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes, parce qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par le jeu vidéo, c'est sûr, mais même à l'époque, et c'est vrai que le fait d'avoir mis en exergue le texte avec les images et une maquette qui était quand même bien faite, hein, franchement, elle était bien faite, c'est vachement plus vendeur. Donc quand j'ai vu la qualité du travail, je me suis dit, ah, Mathieu, il y a quelque chose d'intéressant. Et effectivement, et très rapidement, je ne sais pas ce que Mathieu en pense, mais très rapidement, on a discuté ensemble, on a trouvé des axes sur ce que moi je voulais sur le contenu du bouquin, la partie histoire, la partie accessoires, la partie test de jeu, donc, et que que l'ouvrage soit complètement exhaustif. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait tous les titres dédiés à une machine dans ces ouvrages. C'est extrêmement important. Il faut que ça soit le plus complet possible. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord au début sur certains points quand même, parce que moi j'avais envie de faire le truc à ma façon. Je voulais vraiment centrer sur le bouquin, sur les jeux, pour faire découvrir les jeux de la console, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette console, elle est pas bien, parce qu'il y a très peu de jeux dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, mais il y a quand même plus de bons jeux que ce qu'on a tendance à penser. Donc je voulais faire un truc vraiment exclusivement centré sur les jeux, donc je voulais pas faire une partie histoire au début, ou alors un truc très succinct, et faire quelque chose de vraiment complet au niveau des jeux, au point de mettre par exemple des codes, des trucs comme ça, des solutions, enfin pas des solutions complètes parce que sinon il aurait fallu un bouquin de à peu près 3500 pages quoi. Mais je voulais faire vraiment un truc dédié au jeu, et c'est là que Jean-Marc m'a fait part de son expérience, donc parce que tu avais travaillé sur des ouvrages de Pixel Love avant, notamment les bibles qu'ils avaient fait, NES, SNES. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc, et puis c'est comme ça qu'on a fait une formule complète, c'est le plus complet possible. Mais très différente de ce que faisait Pixel Love, parce que leur façon de traiter les jeux, c'était très listing, c'était très catalogue, alors que la force d'un bouquin sur la N64, le point positif, c'est comme il y a beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux, on peut pas faire un bouquin de 100 pages, on peut écrire beaucoup sur les jeux. Il y a des tests de jeux N64, j'ai consacré une page entière, voire plus dessus. Donc ça permettait de gonfler le nombre de pages, mais ça permettait surtout d'analyser le jeu, d'écrire tout ce qui me passait par la tête. Il y a des jeux, il y a énormément de choses intéressantes à dire. Et du coup, ce format-là, ça m'a permis vraiment de m'exprimer, de détailler les tests à un point qui n'avait pas été vu avant dans les ouvrages de Pixel Love, par exemple. Les ouvrages de Pixel Love, c'est un texte de 5 ou 6 pages. Tu vois, quand tu parles, les gens sont bons. Ouais, voilà. C'est ça. Au revoir. Et non, je voulais faire ça à ma façon. Et puis, quand on a sorti le livre, au début, ça a mis un petit peu de temps à se vendre parce que on débutait, on n'était pas très connus. Et puis, au bout de quelques mois, d'un coup, ça s'est mis à se vendre bien, à tel point que maintenant, il est en rupture de stock. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans maintenant. Donc voilà, donc une fois qu'on avait fait le Nintendo 64, après, c'était évident qu'il fallait développer le concept, parce que le concept, moi, je considérais qu'il était bon. Les ventes de la Nintendo 64 étaient là pour le démontrer. Et vraiment, moi, j'avais un souci d'exhaustivité au niveau des logiciels, donc vraiment que tous les jeux soient testés. Et moi, ce qui me branche le plus, c'est l'histoire du constructeur, l'histoire de la machine. C'est ça qui est le plus excitant. Parce que quand moi j'étais journaliste dans le jeu vidéo, on recevait tous les jeux tout le temps, mais finalement on creusait jamais. C'est-à-dire qu'on n'était pas spécialement au courant des tractations qu'il y avait derrière le lancement d'une machine. Donc on voyait la machine, elle était sortie, on en profitait, on était utilisateur, finalement on était les premiers utilisateurs juste avant vous, les lecteurs, mais on n'allait pas plus loin que ça. Et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup en tant que passionné, c'est de pouvoir justement apprendre aujourd'hui et comprendre pourquoi cette machine elle est construite comme ça, pourquoi elle a été faite techniquement comme ça, quels ont été les enjeux marketing et commerciaux du lancement, pourquoi elle a réussi, pourquoi c'était un échec. C'est tout ça qui m'intéresse, avoir une vision plus globale que uniquement d'écrire des lignes ou 50 lignes ou 100 lignes sur un jeu. C'est ça qui m'excitait et c'est ça qui m'excite toujours. Donc on a dupliqué le concept de base à toutes les machines. Là, on espère l'année prochaine pouvoir négocier avec Sega, parce que ça c'est un peu compliqué, négocier avec Sega pour pouvoir faire la déclinaison. Donc on a pratiquement fait toutes les machines Nintendo
on va faire toutes les machines Sega. Enfin, je croise les doigts qu'on puisse raisonner Sega parce qu'aujourd'hui, ils sont très compliqués. Et j'aurais été, et si on le fait, moi je suis extrêmement content parce que je sais que j'aurais réussi ma mission, c'était de rendre hommage aux machines qui m'ont tant excité quand j'étais plus jeune. C'est ça. Et du coup, comme on a une bonne matière première en français, on duplique aussi en anglais et on s'attaque au marché américain, au marché anglais, au marché anglophone du marché d'une manière générale. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la qualité de l'ouvrage est également reconnue à l'étranger, des ouvrages est également retenus à l'étranger. Et ça, pour moi, c'est un grand... je suis assez fier pour le coup, là, c'est pas mal. Parce que c'est vraiment un marché complètement différent. Et la perception qu'ont les lecteurs de notre travail est au moins aussi bonne que celle des Français. Et pour moi, ça, c'est vraiment, comme je le dis, c'est un privilège et un honneur. Je suis content, ça me plaît. C'est vrai que c'était pas gagné d'avance parce que la France, c'est très spécifique. Je crois qu'on est le seul pays à sortir autant de livres dédiés aux jeux vidéo. En France, c'est vraiment très très spécifique à ce marché. Donc, quand on se risque à faire la même chose dans un pays qu'on ne connaît pas et où personne ne nous connaît, c'est vrai qu'au début, on n'était vraiment pas sûr de nous. Et c'est vrai que c'était plus facile pour moi en France, évidemment, parce que j'avais un passé dans le jeu vidéo, donc j'avais une tête un peu connue, j'avais une petite réputation, mais en Angleterre ou aux États-Unis, personne ne me connaît. Donc c'est vrai qu'attaquer ce marché-là et réussir à vendre des ouvrages sur ce marché-là quand on est français, c'est assez pas mal. C'est un bon truc, quoi. Disons qu'on a fait on a tâté un petit peu le terrain en utilisant, comme beaucoup de monde le fait maintenant, en utilisant Kickstarter. Et ça aide énormément parce que Kickstarter, au-delà d'être un simple outil de financement participatif, c'est aussi une façon de faire une étude de marché. C'est ce qui permet de valider si ton projet est viable ou pas, parce que quand tu proposes quelque chose comme ça, sans rien en contrepartie, les gens vont dire « ouais, il faut le faire, c'est génial, c'est une super bonne idée, il faut le faire ». Mais quand on demande de l'argent pour financer un projet, c'est pas la même chose. Et c'est là que Kickstarter a été déterminant dans la suite du projet. C'est exact, parce que là, on le voit, et à chaque fois qu'on lance un ouvrage en anglais, c'est vrai qu'on utilise le Kickstarter, parce que ça valide complètement le projet en lui-même, ça le valide, mais en plus, ça nous permet d'extrapoler la quantité d'ouvrages à imprimer. C'est-à-dire que si on vend sur Kickstarter 1000 pièces, on sait qu'à terme, on va avoir un potentiel de entre 7000 et 10 000 pièces aux États-Unis ou en Angleterre. Et ça, c'est un outil essentiel parce que c'est le stock qui coûte super cher quand on est une maison d'édition. C'est évident, c'est l'impression et le stock. Et le stock, ça coûte très très cher. Et se planter de 1000 pièces pour une petite structure comme la nôtre, ça peut être catastrophique. Donc il faut vraiment faire attention au calibrage et au nombre d'exemplaires qu'on tient. Ça a aussi un revers. Chaque médaille a un revers. En l'occurrence, le Nintendo 64, qui a très bien marché, est aujourd'hui en rupture de stock depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, c'est vrai qu'il y a pas mal de lecteurs qui nous disent « Ah, quand c'est que vous le rééditez ? Je l'ai raté, je ne vous connaissais pas à l'époque. Tout le monde me dit que le bouquin il est fantastique. » Mais ça reste toujours un petit marché. Et ça, c'est une conversation récurrente que j'ai avec Mathieu, qui me dit « Mais il faudrait le réimprimer. Tout le monde le veut, le Nintendo 64. » Je lui dis « Oui, ok. Mais on ne peut pas imprimer 500 exemplaires d'un bouquin comme celui-là. Si on imprime 500 exemplaires d'un bouquin aussi épais que celui-là, avec la qualité du papier, ça coûterait entre 25 et 27 euros le magazine juste à l'impression. Pour un prix de vente de 40 euros, ce qui est impossible. On ne peut pas. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut en imprimer plus. Mais si on en imprime plus, on a le risque d'être surstocké. Donc, il faudra en imprimer 2000. Mais les 2000, je ne pense pas pouvoir les vendre. Je pourrais peut-être en vendre 1000, mais 2000, je ne pourrais pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à réimprimer le Nintendo 64, seulement à cause de ce paramètre-là. Parce qu'à 2000, effectivement, là, le coût d'impression diminue. Du coup, il est possible, ça devient rentable de le faire. Mais comme on n'a pas non plus une trésorerie énorme, c'est si on n'est pas sûr de pouvoir vendre, du coup, on n'a plus d'argent pour les autres projets. C'est si effectivement
je m'appelais Bill Gates ou L'Oréal, ça serait parfait, mais c'est pas le cas. Du coup, il faut faire extrêmement attention à ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Nintendo 64 est toujours pas réimprimé. Mais on va le faire. Et il est même tombé en rupture de stock en version anglaise. Deux fois. On l'a fait imprimer une fois en anglais, il est retombé en rupture de stock. Mais là, c'est différent. C'est que aux États-Unis, on était sécurisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on a une société, il faut sécuriser au maximum les choses. Il faut qu'on prenne le moins de risques possible. Parce qu'un risque, ça peut être la société qui bascule dans le négatif et à terme, la société peut péricliter. Aux États-Unis, contrairement en France, on avait négocié avec un distributeur, c'est-à-dire qu'on avait trouvé un accord avec une société qui, elle, se débrouillait pour prendre les commandes à droite et à gauche chez les revendeurs, ok, et notamment aussi Amazon aux US, qui est extrêmement important, et ils nous ont dit, ben voilà, moi, je vous en commande 5000 pièces, parfait. Donc nous, on avait déjà prévendu les 5000 pièces. Donc ça, c'était parfait. On savait que 60 jours après, on recevait l'argent. Donc c'était impeccable. Et on a pu faire ça 2 fois de suite, dans une moindre quantité pour la deuxième fois. Mais on a pu le faire 2 fois de suite aux États-Unis. Donc c'était parfait. Maintenant, aux États-Unis, il faut réimprimer une 3e fois. Mais l'éditeur ne veut plus travailler avec nous. Ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Enfin, il ne veut plus travailler avec nous. Donc du coup, on se retrouve dans le modèle français. C'est-à-dire qu'il va falloir que Geeksline prennent des risques pour vendre ces bouquins aux États-Unis, puisqu'on n'a plus de distributeurs. Voilà, donc toute la difficulté quand on est un petit éditeur, c'est de pouvoir bien paramétrer la quantité de produits, de livres à imprimer et bien cibler son marché. Du coup, pour répondre à, je sais pas, une certaine frustration par rapport aux bouquins qui sont en rupture de stock comme ça, est-ce que vous avez envisagé, même si j'ai peut-être une idée de la réponse, l'électronique, le dématérialisé, comme ça peut se faire chez certains éditeurs? on l'a fait sur le Nintendo 64 en anglais. Ça n'a pas été un grand succès. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à une clientèle qui n'est pas de la génération digitale. Qui est très attachée au support physique. Et qui aime bien le papier. Je m'en doutais un peu, effectivement. Voilà, qui aime bien le papier, qui aime bien les beaux objets, qui ont toujours eu l'habitude d'acheter leurs jeux dans des boîtes, en cartouches, en CD, enfin des gens bien, quoi. Voilà, donc effectivement, on l'a fait parce qu'on voulait le tester. Pour avoir une vraie réponse, pas qu'une réponse théorique. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais maintenant, on le sait que ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour nos ouvrages, c'est vraiment le papier qui prime. Et le risque lié à la contrefaçon ou au piratage, tout simplement, sur le dématérialisé ? Objectivement, dès qu'on sort un bouquin, il est déjà piraté. Mais un pauvre bouquin, il est déjà piraté. Ils ont déjà tout scanné. 3 jours après, et on le retrouve sur les sites russes, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais immédiatement, j'en suis pas revenu. Hein. Donc, une fois de plus, le piratage, comme les gens veulent l'objet, peu importe. À la rigueur, ils préfèrent même peut-être l'objet à l'information qui est dedans. Il y a plein de personnes qui achètent l'objet, qui achètent même pas le bouquin. Des trucs aberrants, mais j'ai jamais vu ça. Alors que nous, on se fait chier à écrire des trucs sympas, à travailler 2 ans pour écrire un bouquin. Ce qu'ils veulent, c'est le garder sous cellophane et à la rigueur même le revendre. Le Nintendo 64 en version collector, aujourd'hui, il est à $200 sur le marché d'occasion. Comme le bon vin, quoi. Comme le bon vin, on l'achète. C'est hallucinant. Il est proposé à $200, mais je ne vois pas quel est le blaireau qui l'achète à 200 € $. Hein, mais c'est vraiment ça, c'est impressionnant. Donc j'imagine qu'ils doivent bien se vendre. Donc il y a vraiment aussi un phénomène de cote, un phénomène de... merde, comment ça se dit de spéculation, je te remercie. Sur les bouquins collector. Hein. Et ça, j'en suis pas revenu. Hein. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu étonné. C'est des trucs que vous pouvez pas maîtriser, en fait. Non, du tout. Mais je suis assez content, moi, franchement. Oui, c'est une petite fierté. Ouais, tout à fait, ouais. Je t'entendais parler tout à l'heure de Sega. Dans quelle mesure, alors là j'étais un petit peu surpris, dans quelle mesure vous avez besoin de l'accord, de l'assentiment d'un éditeur pour parler de leur machine ? C'est super compliqué en fait. Il y a des choses que je comprends, d'autres que je comprends pas. Alors je suis pas légaliste, je suis pas avocat.
Aujourd'hui, normalement, la loi interdit de publier ne serait-ce qu'une photo d'écran d'un jeu. D'accord. La photo d'écran, le jeu, il est copyrighté, et donc on n'a pas le droit, sans accord de l'éditeur, d'imprimer une photo d'écran. C'est la loi. Maintenant, aux États-Unis, il y a aussi une loi qui s'appelle le Fair Use, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser, pour illustrer un article journalistique, on a le droit d'utiliser, sans exagérer, mais donc c'est assez flou, des photos d'écran, parce que si on parle d'un test de jeu, il est normal, c'est informatif d'utiliser une photo d'écran, peut-être 2, sûrement pas 3, pour illustrer un article. Donc, théoriquement, ça doit être possible. Mais le risque est là. Si Sega s'en rend compte, et forcément Sega va s'en rendre compte à un moment ou à un autre, on se fait attaquer en justice, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller aux États-Unis, on va aller au Japon, on va aller en Angleterre. En Angleterre, certainement, parce que ça va être Sega Europe qui va nous attaquer. Il va falloir prendre un avocat sur place. Un Brexit ou pas, il va falloir le faire quand même. Et on va dépenser des dizaines de milliers d'euros pour 3 photos. Donc du coup, il vaut mieux faire les choses en accord avec l'éditeur. Or aujourd'hui, Sega est extrêmement gourmand financièrement sur sur les droits. Et donc on est en négociation avec Sega et on ne sait pas du tout encore comment ça pourra déboucher. Quand tu dis en accord... Voilà, donc quand tu dis en accord avec l'éditeur, du coup, ça veut dire c'est un accord financier systématiquement ? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, oui, c'est donc financier, ils prennent bien sûr. des royalties sur les... ils prennent beaucoup. Ils prennent beaucoup trop. Ouais. D'autant plus que c'est ridicule, parce que quand on fait un bouquin sur Mega Drive, aujourd'hui, Mega Drive, Sega n'a les droits que sur 30% à peu près, 30-35% de la production de jeux sur Mega Drive. Donc les vrais jeux Sega... fait par Sega, ça représente 30%. Donc eux, ils veulent même pas entendre parler de ça. Et non, attendez, moi je fais un bouquin sur Mega Drive, vous ne faites que 30% de la production de Mega Drive, baissez au moins le taux de vos royautés de manière significative, de manière significative. Voilà, j'ai eu problème. Hein. Et ils veulent même pas en entendre parler. Non, vous faites un bouquin sur la Mega Drive. Mega Drive est une propriété de Sega. Vous devez nous payer 100% de la somme qu'ils veulent. Donc pour l'instant, on en est là, on verra bien comment ça se passe. C'est quand même super curieux parce qu'en termes d'image, que ça soit chez vous, l'Anthologie 64, ou que ça soit chez les confrères, en général, quand on sort un bouquin comme ça, c'est quand même plutôt pour... c'est valorisant pour la marque. L'éloge d'une machine. Mais c'est pas du tout curieux quand on y réfléchit bien, parce que Sega, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Rien. Pas ils ne vivent que sur leur licence. Ils vivent sur leur passé. Nous, on vend leur passé à leur place si on fait des bouquins. C'est pour ça qu'ils viennent picorer. Nintendo, on fait des bouquins sur Nintendo, et ils nous fichent la paix. Sony, on a fait des bouquins sur la PlayStation, après la Nintendo 64. Ils nous ont aidés, ils nous ont mis en contact avec des gens. Sur les 3 bouquins, on a eu plus de 25 interviews, je crois. Ouais. C'est hallucinant. Ils nous ont aidés, ils nous ont donné des documents, des détails, c'est impressionnant. Sega, c'est... rien à voir. Il y a vraiment 3 philosophies complètement différentes et c'est très étonnant. Et on aurait pu imaginer que ça soit l'inverse. PlayStation, non seulement ils nous ouvrent les portes et ils nous aident, sans rien demander. Nintendo, ils nous embêtent pas, mais ils nous aident pas, mais ils nous embêtent pas. Et Sega, c'est une catastrophe. C'est incroyable, hein. C'est inimaginable. C'est curieusement pas étonnant de la part de... moi, ça m'étonne pas de la part de Sony parce qu'ils aiment mettre en avant leur patrimoine. Ils fêtent l'anniversaire de leur machine avec des éditions collector, la PS4 édition collector pour les 20 ans de PlayStation, ce genre de choses. C'est pas très étonnant, mais c'est vrai que, oui, après, avec ton explication, Mathieu, c'est vrai que Sega aujourd'hui, malheureusement, ne construisant plus de machines et étant même dans une certaine difficulté en tant qu'éditeur... Et je le rajoute, mais tout le monde s'en fout d'ailleurs, Microsoft... Tout le monde s'en fout, parce qu'un bouquin sur la Xbox, ça n'intéressera personne et on nous l'a jamais demandé, on n'a jamais eu l'intention de le faire. Même pas. Moi, je suis chaud. La Xbox, c'est ça ? Ouais, bon. Voilà, 2 exemplaires, on va mais faire. 2, attends, vachement bien. Du coup, l'exemplaire, ça sera combien, le bouquin ? Ah bah là, c'est 50 000 balles l'exemplaire. Voilà, c'est bien. Ça permettra de financer du coup la réimpression du Nintendo 64, c'est un bon plan. Ah ouais, vous achetez la licence Sega. Qui fait un prêt avec moi pour... Non, le Kickstarter. Il sort des magazines édition spéciale sur
Oui, mais c'est journaliste. C'est des magazines. C'est des magazines. En Angleterre, il y a Red Only Memory qui a fait le bouquin Oui, mais ils ont payé. qui sort le bouquin sur la Dreamcast, qui va faire le bouquin sur les bandes d'arcade. Mais ils ont payé. Là, ils ont payé. Ouais. Là, tu verras, hein, c'est sous licence Nintendo. Ouais, t'avais compris. Ils ont Oui, pas fait. je sais très bien parce que le bouquin Mega Drive, je l'ai fait en France. Et j'ai fait le bouquin, c'est celui de Red Only Memory. Et donc là, effectivement, moi, j'ai payé à Sega. Mais à l'époque, c'était encore une somme acceptable. Là, le montant, mais c'est du n'importe quoi. Ils ont pas fait un Kickstarter pour financer leur Si, truc. ils ont fait un Kickstarter aussi. Ouais. C'est un montant ou un pourcentage des ventes? C'est les deux. C'est les deux. C'est les C'est-à-dire deux. que t'as un... Alors, comment ça se passe ? Tu payes un minimum garanti. Ok. C'est une somme. X dizaines de milliers d'euros. C'est le minimum garanti. Une fois que tu as, avec le nombre de ventes de ton magazine, couvert ce minimum garanti, tu payes encore en plus. Voilà. Alors, plus tu vends, plus tu payes. Mais tu payes déjà énormément au départ, sans même avoir vendu. C'est ce qu'on appelle le minimum garanti. C'est une... Et alors, pour rebasculer sur tout à l'heure le modèle économique, combien coûte à peu près Nintendo 64, effectivement, ça donne combien en termes de coût pour vous au niveau création? C'est pas évident Non, un bouquin comme la Nintendo 64, juste le papier, c'est entre 10 et 14 euros. L'exemplaire. Mais le coût de travail. Le coût de travail, si tu veux dire en Mais temps. après, c'est des droits en temps d'auteur. passé dessus. C'est Mathieu qui peut en plus en parler. Pas qu'en temps, parce que le temps, c'est sûr que c'est très difficile de pouvoir le quantifier, surtout de le tarifer par rapport à la somme de travail. Mais par exemple, en billet d'avion pour aller voir. Ah, mais j'ai pas bougé de chez moi. Je suis resté pour avoir des renseignements, c'était sur Internet. J'ai téléphoné à quelques personnes. J'ai fait la Nintendo 64, c'était. Ouais, non, c'était pour la GameCube que j'ai réussi à trouver des archives sur Internet. Pour la N64, j'avais trouvé surtout des archives dans des scans de magazines de l'époque que j'ai trouvé aussi sur Internet. Donc c'est comme ça que j'ai pu recouper des informations. Mais en termes de coûts, après, les seules dépenses que j'ai fait, c'est pour acheter des jeux pour les tester. Alors justement, c'est ma seconde question. Par contre, c'est une question de temps. Combien de temps pour tester tous les jeux? Alors c'est vrai que sur la N64, il y en a moins. Mais combien de temps, c'est ça qui m'intéresse. Et sur la N64, et par exemple sur la Neo Geo, puisque c'est le même ça que vous avez fait aussi la Neo Geo. Donc c'était pour savoir à peu près la durée. Ah, mais Neo Geo, c'est Franck qui l'a fait, donc ça je peux pas dire. Parce qu'on est toujours à la bourre. Mais la Nintendo 64, je l'avais déjà à l'époque, donc j'avais déjà joué à pas mal de jeux, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de jeux, j'en achetais. Dès qu'il en sortait un qui était bien, je l'achetais. Et puis surtout d'occasion, j'en ai pris pas mal. Donc je connaissais la plupart des jeux déjà. J'ai fait des découvertes, des jeux japonais que je connaissais même pas, j'en ai découvert pas mal. Donc tous ces jeux-là, j'ai pas besoin de les refaire en entier. Il y a des jeux que j'ai fait vite fait quand il a fallu tester les FIFA par exemple ou le ISS. J'ai pas passé 3 heures sur le jeu, j'ai passé 5-10 minutes. J'ai surtout relu des tests d'époque en fait pour voir les avis. Je me suis surtout basé là-dessus pour les jeux de sport parce que je suis pas du tout jeu de sport. Je suis pas sport en général déjà. Mais au total, la N64, j'ai mis 1 an et demi pour le faire. Mais c'est le délai moyen. La Neo Geo, c'est aussi entre 1 an et demi et 2 ans. Ça dépend du projet. Le PlayStation, on a fait un PlayStation sur 3 volumes. Il y a 1250 pages, je crois, sur les 3 volumes. Là, effectivement, on a mis 2 ans et demi, je crois, pour le faire. Et on était 5 ou 6. Donc, c'est quand même des... Il y a plus de 4000 jeux. Ouais, c'est quand même des projets qui sont à long terme, quoi. Ça se fait pas en un mois, ça c'est certain. Et c'est effectivement, et pour rebondir sur ta question et le début de ta question, par rapport au nombre de temps passé par Mathieu, moi en tant qu'éditeur, j'ai honte parce qu'il ne gagne pas un centime, ou très peu, enfin il gagne évidemment de l'argent, mais par rapport à la quantité de travail et l'investissement que ça demande à Mathieu ou à n'importe quel auteur, son travail n'est pas du tout valorisé financièrement. Donc... c'est vrai que je me demande pourquoi je fais ça en fait. Je vais arrêter là. J'arrête. Non, c'est exact. Enfin, c'est délirant. Il m'a fallu 6 ans quand même pour on fait pas ça content. pour gagner de l'argent. C'est impossible de faire ça pour gagner de l'argent. On fait ça par passion. On peut pas. Exactement. Si tu veux gagner de l'argent, faut pas écrire des livres. Moi Ça, aujourd'hui, Geeksline, on fait pas que des livres. On fait aussi on donne aussi des conseils à certains éditeurs et on distribue d'autres ouvrages. Et c'est ça qui est plutôt rémunérateur. C'est grâce à ça qu'on arrive à vivre.
mais c'est pas la vente de livres qui nous fait gagner de l'argent. Alors, et pourtant, ce sont des livres chers, hein. C'est 40 €, c'est pas donné pour un livre, mais c'est pas ça qui nous fait vivre, comme ça, c'est clair. On serait mort depuis longtemps si on n'avait que ça. Alors, heureusement qu'il y a les États-Unis, ça c'est vrai, parce que le potentiel de vente est plus important en anglais. Donc là, effectivement, on peut gagner un petit peu d'argent avec les États-Unis, mais en France, c'est pas possible, quoi. Voilà. Il faut être taré pour faire ça, en fait. Je voulais revenir à l'époque du journalisme, comme justement vous faisiez des thèses de jeux à l'époque de Tilt, Dreamcast, etc. De ces revues-là. Du coup, comment ces revues s'en sortaient pour pas que les éditeurs leur tombent dessus? Bah, c'était eux qui les fournissaient en images. C'était les éditeurs avaient besoin des magazines. Dans le cas d'un genre on est journaliste, on peut faire un test, publier des photos, on n'est pas Non. attaquable. Ouais. Par contre, dans le cas où on écrit un livre, là on en prend la tête. Ouais, surtout 20 ans après, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on m'a donné, mais de toute façon, je sais pas, j'irai pas au procès évidemment, mais je n'arrive pas à comprendre. On m'a donné des centaines et des centaines de photos de jeux à l'époque en tant que rédacteur en chef de Megaforce. On me les a données. On m'a jamais fait signer un papier comme quoi j'avais pas le droit de le réutiliser dans le temps pour un autre support. Et en plus, à l'époque, on ne se fait pas signer de papier. Il n'y avait pas de non-disclosure agreement, enfin, il n'y avait rien de tout ça. On me les a donnés. Pourquoi j'aurais pas le droit de les utiliser aujourd'hui? Enfin, Même à la limite, on se faisait engueuler si on n'avait pas mis cette photo. exactement, oui. Donc c'est complètement aberrant. Là, on est dans un système qui marche, à mon avis, de travers, sur la tête. Voilà. Et en admettant que demain ils soient d'accord, tu commencerais par quoi chez Sega? Objectivement, je commencerai par la Mega Drive. Je commencerai par la Mega Drive parce que c'est un potentiel fort. Beaucoup de gens sont attachés à la Mega Drive. Et moi, personnellement, la machine, enfin, l'ouvrage que j'aimerais voir le plus chez Sega, c'est la Dreamcast. Mais tel qu'on le fait nous, hein, pas comme font les autres. Pourquoi? Parce que la Dreamcast, j'ai été personnellement invité chez Sega pour le lancement au Japon de la machine. Donc du coup, j'ai énormément de choses à raconter sur cette période-là que j'ai vraiment vécu avec plein d'anecdotes. Contrairement à la Mega Drive, où la Mega Drive, j'ai vu ça un peu, j'y étais, mais j'ai pas été au Japon pour voir le lancement de la Mega Drive, donc j'ai pas ressenti la même chose. J'étais en France, effectivement, mais la Mega Drive est sortie 2 ans ou 3 ans après en France. Le lancement, il était tout pourri. Les jeux, on les connaissait tous par cœur parce qu'il y avait de l'import tout le temps et on avait déjà la Mega Drive depuis, comme je l'ai dit, 2 ans. Donc, c'est pas la Mega Drive qui me plaît le plus, c'est vraiment la Dreamcast. Et l'histoire de la Dreamcast, elle est vraiment fantastique à suivre. Et une fois de plus, le fait d'y avoir été, de l'avoir vu de près, c'est un truc qui me plaît bien, ouais, de raconter ça, j'aimerais bien. Donc Sega n'a rien compris. Et en plus, ils nous ont invités, Sega, j'y crois même pas. C'est le monde à l'envers. Il y en a une qui dit une anecdote à propos de la Dreamcast? Sur la Dreamcast, ouais, c'était. on arrive. Donc Sega nous invite, Sega France nous invite au lancement de la Dreamcast à Tokyo. On connaissait pas le nom de la machine. Déjà, on savait rien. On connaissait pas du tout le nom de la machine. Et quand il nous dit Dreamcast, je me souviens, j'étais avec des collègues italiens. Dreamcast, mais ça veut rien dire, c'est nul comme nom. Mais le truc qui était vraiment étonnant chez Sega, c'est on rentre dans les locaux de Sega et je regarde un tableau, je me dis j'ai déjà vu ce tableau quelque part et tout ça, et c'était je sais plus, c'était un Monet, mais il y avait un vrai Monet dans le truc de Sega, enfin dans le grand hall de Sega. C'était pas une copie, hein, c'était un vrai. C'était assez surprenant. Et on était accueillis par Yuji Naka, qui a été, qui racontait ce qu'il avait à raconter. C'était bien. Je peux pas en dire trop. J'ai pas envie. Spoil pas le livre que tu vas jamais écrire. Non, c'est pour ça. Je peux pas envie de dire trop parce que là, il y a vraiment des trucs sympas à raconter. Voilà. Pardon ? Je suis sûr que tu as écrit un petit brouillon quelque part. Non, j'ai rien écrit du tout. Non, puis en plus, l'histoire française de la Dreamcast est aussi rigolo. Parce que c'était la dernière chance de Sega, en fait. Si la Dreamcast, et d'ailleurs l'avenir nous l'a dit, hein, nous l'a confirmé, mais si la Dreamcast marchait pas, Sega était mort. La Dreamcast n'a pas marché et c'était mort. Et ce qui est impressionnant, c'est que toutes les équipes de Sega partout dans le monde, et en France aussi,
ont complètement été changés uniquement dans le but de réussir le lancement de la Dreamcast. Ils ont changé toutes les têtes. Et bon, ça, du coup, c'est intéressant. Comment les gens ont été recrutés, pourquoi, dans quelles tâches, et tout ça, moi, c'est ce qui me plaît bien. Voilà. Et puis, ouais, il y a pas mal d'anecdotes avec le directeur général de Sega, comment on a embauché le directeur général de Sega, qui est encore dans le milieu, hein. À l'époque, c'était impressionnant. C'était fait, c'était leur dernière chance, et puis c'était fait de briques. Enfin, c'était fait comme ça, à la va-vite. C'était incroyable. C'est ça. Il y a une dichotomie énorme entre la volonté de Sega de réussir et les moyens qu'ils se sont donnés pour réussir. Et ils avaient tout faux. Sauf la machine qui est extraordinaire. C'est vrai. Et le rôle de Sony, justement, par rapport à ça, et par rapport à son lancement à eux de la PlayStation, par rapport à la Dreamcast, est-ce qu'il y a eu, comme on l'entend dire souvent, énormément de coups fourrés, justement, pour contrer avec des fausses annonces, pour retarder la sortie, etc. Alors, j'ai pas vécu ça. Les coups fourrés, ça arrivait plus tard entre Sony et Microsoft. Alors là, c'était terrible. Ah, j'ai des trucs, mais pour là. Un jour, Sony lance la PSP. Donc, il loue un super immeuble, enfin, il loue un super appartement à Paris, un loft prestigieux, dans une superbe adresse. Et en face, il y avait un teinturier. Et Microsoft avait loué la devanture du teinturier avec une énorme enseigne Xbox. Et ils avaient payé 5 000 € le teinturier qui était content. Et juste devant l'immeuble de Sony. Je suis avec le directeur de la communication de Sony qui en parle au directeur général de Sony, et j'étais là, et il me dit, viens Jean-Marc, on va aller voir. Je descends, on va aller voir le teinturier. Et ben Sony, ils ont payé 5 000 € au teinturier pour retirer l'affiche. Et pire, ils lui ont dit... Et en plus, on vous prend les frais d'avocat, parce que forcément, il a dû signer un contrat avec ça, et on vous payera l'avocat pour si jamais vous avez un problème avec Microsoft. Faut le faire. Donc le teinturier était content, il a gagné 10 000 €. Il a fait le meilleur mois de sa vie, là. Ah ouais, c'était incroyable. Non, mais c'est bourré d'anecdotes comme ça, c'est assez sympa. Moi, je me souviens du lancement de la PS3 qui se faisait sur une péniche. C'était retransmis en direct sur Game One, sur la Seine à Paris. Et à un moment, en plein direct, il y a un bateau Microsoft Xbox qui passe juste derrière, qui se reste un moment et qui les a trollés comme ça. Mais pire que ça. Il y a même la même chose. Vraiment, ces deux-là, entre Microsoft et Sony, c'était vraiment la guerre. À Nice, le lancement de Microsoft, ils ont donc le lancement de la Xbox, c'était dans le coin, c'était chez le couturier, le grand couturier là qui est mort, qui a une maison en forme de barbe à papa là, à Yves Saint-Laurent, d'accord. Pierre Cardin, pardon. Oui, c'est Pierre Cardin. Ouais, mais c'est pas loin, hein, c'est dans le coin. Voilà. Et donc le lancement de la Xbox a été présenté à la presse là-bas, dans la maison à barbe à papa. On arrive en avion à l'aéroport de Nice. Sur tout le trajet, tous les panneaux publicitaires, c'était Sony. On était dans le car, Sony, ils avaient repéré et ils avaient loué tous les emplacements publicitaires pour la PlayStation. Donc tous les journalistes voyaient que la PlayStation jusqu'à arriver à la maison Barba Papa pour le lancement de la Microsoft. C'est que des petites anecdotes comme ça. Et je n'ai pas connu ça entre Sega et Sony. Par contre, il y en a plein entre Microsoft et Sony. Oui. Ah bah c'est évident, de toute façon c'est le marketing de Sony qui a... Play 2. C'est le marketing de Sony qui a tué qui a tué Sega. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Et surtout le succès de la PlayStation 1, parce que du coup ils ont complètement tué la Saturn. Ça c'est évident. Non, c'est celui qui communique le mieux. Le Betamax, c'était mieux que le VHS, mais voilà. Mais Sony était plus fort, encore une fois. Voilà. Mais non, puis surtout, au départ, ils vendaient pas une console, ils vendaient un lecteur DVD. Au début de la PlayStation 2, il n'y avait pas de jeu dessus, concrètement. Je regardais les tests de jeu, il y avait quoi ? Il y avait un simulateur de feu d'artifice et un truc pour prendre des polygones, des femmes en 3D en photo, quoi. Et le premier vrai jeu de la PS2, dans mon souvenir, c'est Devil May Cry. Il est sorti peut-être 4, 5, 6 mois après, je sais plus. Mais au début, c'était la misère. Les gens achetaient la PS2
Parce qu'elle faisait lecteur DVD, et surtout parce que Sony, la campagne marketing de Sony, c'était il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, de peur de ne pas en avoir, ils ont créé une demande, mais... C'était surtout la remplaçante de la Play 1 qui déjà était exceptionnelle. Donc, Oui, aussi. parce que c'était la Play 2. Aussi. Non, mais c'est un ensemble de paramètres. Oui, c'était le successeur de la Play 1 que tout le monde avait eu, qui avait révolutionné le jeu, tout ça. Il y avait le lecteur DVD, il y avait une campagne marketing de folie. Et puis en plus de ça, il y a eu des émeutes au Virgin Megastore. Ils avaient tellement de Paris. stars aussi. Ça a été Sony retransmis avec eux. sur toutes les chaînes. Ah ouais, mais il fallait y aller. Hein. Ah ouais, mais la soirée de lancement de la PlayStation aux États-Unis, quand il y avait Michael Jackson et toutes les grosses vedettes, là, fallait y être. Hein. C'était impressionnant. Et puis c'était cool. Ils ont réussi à en faire en sorte que c'était cool d'avoir une PlayStation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'avant, on disait ouais, je jouais sur ma Nintendo. Et quand Sony est arrivé, un an après, on jouait plus sur sa Nintendo. On jouait pas aux jeux vidéo. Avant, on se disait non, on jouait sur Nintendo, on jouait sur PlayStation. Et c'est là où ils avaient gagné. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé dans le vocabulaire Nintendo. C'est comme frigo et réfrigérateur. Hein, on dit toujours un frigo. Hein. Absolument pas joueur de console à la base, je jouais à l'arcade. C'était ma première console. Oui, mais pourquoi ? Parce que quand tu vois Ridge Racer, c'est le même. Et c'est la première fois qu'un jeu vidéo à domicile, sur un jeu compliqué, parce qu'en 3D tout ça, il était pixel perfect. Et c'est pour ça qu'avec Ridge Racer, voilà, on voulait tous ça. Et sur Mega Drive, on ne l'avait pas. Sur Super Nintendo, on ne l'avait pas. Et sur Saturn, on ne l'avait pas. Et sur Dreamcast, Ridge Racer, quand il est sorti, on avait ce qu'on a, nous, toujours voulu avoir en tant que joueur, c'était le pixel perfect. Battle Arena Toshinden, le plus ancien, c'est sorti. Bah ouais, c'était parfait. C'était parfait. Tekken. Ouais. Hormis Neo Geo, on va la mettre un petit peu à part. Non, mais Neo Geo, c'est un cas à part, hein, complètement. Hein. Mais c'est la première véritable console qui, à moi, à mon sens, arrive au niveau arcade et permet justement d'arriver à un résultat qui est hallucinant. Tout à fait. À la maison, je sais que c'est un bon graphique. Énorme. Et puis avec Logitech, Ouais, la Logitech, au début, c'était pas gagné quand même. Hein. Ça a mis du temps à démarrer. Hein. mais quand ça s'est mis en route, avec la promesse aussi sur la Play 2 de la rétrocompatibilité au démarrage, en disant vous allez pouvoir jouer à vos jeux Play 1 sur Play 2, c'est vrai que dans la série argument pas mal. Ah ben ça, c'était pas un argument au lancement de la Play 1. Non, mais justement, c'était sur la Play 2 Oui, après, au lancement de la Play 2, oui, c'était un argument en plus. Oui, c'était encore un truc en plus. que, à mon sens, je crois que personne n'avait réussi à faire jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on changeait de console, on changeait complètement de Logitech. C'est-à-dire que les jeux pouvaient toujours tourner sur l'ancienne console, mais la nouvelle n'allait pas nous permettre de jouer sur l'ancien. Alors que là, c'était le cas. Ils prenaient aussi à contre-pied tout ce qui se faisait jusqu'à présent, avec un support identique. Mais Sony a été extrêmement brillant. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Sony était extrêmement puissant, extrêmement riche. On est d'accord. Quand ils ont sorti la PlayStation, ils ont fait un fantastique travail en amont. Ils ont commencé à appréhender le marché du jeu vidéo en distribuant des jeux sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur même 32X. Enfin, ils ont distribué. Ils ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait, petit à petit. Ils ne sont pas arrivés avec leurs gros sabots en disant « Nous, on est plein de sous, on va révolutionner les jeux vidéo ». Non, ils ont appris. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appris commercialement, marketingement, en communication, comment il fallait faire. Ensuite, parallèlement, ils ont acheté les studios de développement qui savaient faire des jeux, et des bons jeux. Ils ont acheté Psygnosis, ils ont... Non. Eidos. Non, ils n'ont jamais acheté Eidos. C'est Square qui a acheté Eidos. Non, ils se sont mis la licence Tomb Raider dans la poche. Pas au début. Au début, c'était Sega. Non, il y a une exclusivité avec Saturn. Ouais, mais après, s'il n'y a jamais eu d'autres Tomb Raider sur Saturn, s'il n'y a pas eu de Tomb Raider sur N64, c'est juste parce que Sony a fait un gros chèque. Ils avaient de l'argent. Donc, effectivement, les jeux à fort potentiel, et c'était ça qui était important aussi pour lancer la PlayStation, c'était des exclusivités. Donc, effectivement, Sony achetait des exclusivités. Ils ont acheté des super studios de développement. Psygnosis en est un. Polyphony Digital. Ils l'ont acheté aussi. Ils ont une politique avant le lancement de leur machine qui était vraiment intelligente. Et c'est avec la puissance marketing, tout Hollywood et Sony, ils ont
pu profiter aussi des stars qu'ils avaient, de tous les canaux qu'ils avaient pour en tirer profit. Et moi, je retire Non, puis en mon plus, chapeau, surtout pour la démarche intellectuelle de se dire on est Sony, mais on va commencer tout petit. On sait qu'on a plein d'argent derrière, mais on va apprendre. Et petit à petit, ils ont appris et ils ont ruiné tout le monde et ils ont gagné. Et puis ils se sont mis beaucoup d'éditeurs dans la poche aussi parce qu'ils imposaient pas autant de contraintes que pouvait le faire Nintendo quoi, au niveau des royautés. C'est vrai, ils ont été plus ouverts. Et puis au niveau des royautés, puis au niveau des quantités de jeux aussi qui sortaient, parce que Nintendo au début, comme il y avait eu le fameux crack d'Atari au début des années 80, Nintendo avait dit bon bah vous sortez des jeux mais pas beaucoup parce que sinon le public va pas s'y retrouver et vous en sortez que 5 dans l'année et je sais plus si c'est 5 mais je crois que c'est ça. Mais 3 au début. Ouais, 3 au début, puis après ils ont dit non quand même, faut qu'il y ait des jeux quand même sur la console. Et moins de jeux mais plus de temps pour les développer, pour avoir plus de qualité. Et Sony, ça a jamais été ça en fait. Sony, ça a été, voilà, vous faites vos jeux. Après, il y avait aucun toujours contrôle des de royautés, Sony. mais... Bon, il y avait des royautés de Sony, mais il n'y avait aucun contrôle de Sony. On avait le droit, chacun avait le droit d'éditer le jeu qu'il voulait sur C'est pour ça que Sony. la Logitech japonaise, il y a vraiment tout et n'importe quoi dessus, mais vraiment. Mais aussi parce qu'au Japon, ils sont pas PC et la PlayStation, là-bas, c'était un petit peu le PC du Japon quelque part parce qu'il y a beaucoup de logiciels... Des quiz, des trucs de cinéma, des trucs un petit peu bizarres, des simulations de voyance, des trucs n'importe quoi. Oui, des cartes interactives, des choses comme ça. Ouais. Tenchadego, Ah vachement ouais, tu bien. m'as montré là dans le PlayStation, il y a Toi-même, un tu jeu, sais. je me souviens pas du nom, mais Ah oui, non, Ah, ça, il y a non, mais ça un c'est un jeu. vrai jeu par contre. ouais, il y a un vrai jeu, mais ils sont complètement barjots ces Ah ouais, japonais. non, Comment et là, s'appelle ce jeu c'est Engacho, c'était un couple de japonais qui avait fait un couple d'artistes japonais qui a fait un jeu. Le graphisme, c'est n'importe quoi et il y a des animations. C'était quoi, Ah non, c'est je des me rappelle. fesses Oui, à un moment, oui, il y avait un petit trou de balle, un gros plan qui venait vers toi et ça voulait dire en gros que tu avais perdu. Quoi. Il y a des moyens plus classes de dire ça, mais ou alors il y avait un moment le mec qui se tenait le nez puis il balançait une grosse crotte de nez en plein milieu de l'écran, mais que des trucs comme ça. Ce matin, avec Jean-Paul Santoro, on a évoqué LSD Dream Simulator. C'est sorti sur Ah, on la première PlayStation aussi. l'a eu en interview celui qui a fait ça dans Ouais. dans PlayStation. Ah, elle était bien barrée celui-là. Ouais, oula, rien que la photo déjà. Ah, il est bien barré. Ouais. C'est vrai qu'on l'a en interview dans le PlayStation, je sais plus quel, volume 2 je crois. Ouais, volume 2. Les jeux chelous avec le Japon, c'est gars. Après, il y en a sur toutes les machines, hein. Mais PlayStation. Un jeu vidéo sur urinoir qui s'appelle Toilet. Où en fait, avec ton jet, il n'y a pas d'autre mot, tu remplis des missions, c'est le cas de le dire. Donc tu peux soulever les jupes d'une dame, donc c'est super classe. Voire tu peux te battre, il y a un truc qui s'appelle. Mais à quoi tu joues, toi? Ça se trouve. Cet homme a des goûts particuliers. Bah, Ne je le trouve jugez aussi, pas. J'ai fait un article là-dessus, je t'enverrai le lien, tu verras. C'est pas nécessaire, hein. Ça même dans des aéroports où tu as en fait sur l'urinoir en fait un écran vidéo ciblé Sega. Et où Ah oui, je l'ai vu ça. c'est un truc complètement dingue. Il y a 7 mini-jeux Ah à ouais. l'intérieur. Ouais, il a peut-être ça dans ses toilettes, dans sa salle d'arcade aussi. C'est sur quelle machine ça? Ben, c'est urinoir. Oui, mais sur quelle machine? Alors ça doit tourner. Ben, c'est dans des urinoirs. Je sais pas sur quoi ça tourne. Je connais pas le moteur, mais à vue de nez, ça m'étonnerait pas. Je sais pas. Il y a plein de photos qui traitent. C'est Toilet. Et j'ai fait un article. Ah ouais, c'est rigolo, hein. Je connaissais pas du tout. Hein. Complètement fou. D'accord. C'est japonais. Et que les Japonais, tu peux faire un truc comme ça. Bon bah ça c'est sûr. Mais ils sont forts ces japonais. Ouais, ils sont forts. Pour revenir sur Geeksline, vous avez des projets en cours? Terminer la NES. Non, on a un petit souci, c'est qu'effectivement, élaborer un ouvrage, ça prend beaucoup de temps. Alors, on estime le temps, mais ça en prend toujours plus que le temps qu'on a estimé. Et en travaillant, c'est-à-dire quand Mathieu écrit l'historique, il creuse toujours très loin. Et plus on creuse, plus on trouve. Et donc forcément, comme Mathieu est un perfectionniste, il finit jamais. Non, Donc, mais- donc il faut qu'il finisse. Le bouquin, C'est ça il aurait dû l'histoire. sortir Donc, en septembre en déjà. septembre. Et il y a 3 jours, je découvre encore un truc sur la distribution au Royaume-Uni, donc je peux pas passer à côté, donc il faut que je le rajoute. Voilà, donc on espère pouvoir sortir au mois de décembre. Parce que je croise vraiment les doigts. On est vraiment pas loin de finir là, mais c'est pas encore fini. Donc quand c'est pas envoyé chez l'imprimeur, il y a après 6 semaines de fabrication. Donc
ça serait vraiment important quand même de pouvoir sortir avant Noël. Donc ça, c'est le NES. Entre-temps, on continue le Player Spirit, donc le magazine mensuel, pardon. Magazine qui sort quand il a envie de sortir aussi. Là, on va le sortir au mois de novembre. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le NES en anglais. Et parallèlement à ça, on va s'attaquer à Sega et PC Engine. Il faut qu'on fasse PC Engine. Comme ça, on aura fait à peu près le tour. Et moi, j'ai un projet secret. Non, j'ai une envie, pardon. Mais là, c'est extrêmement dur. Et je ne sais pas comment le faire. Ça va te faire plaisir. Hein. Je voudrais faire un truc sur l'arcade. Ouais. Mais là, je ne sais pas comment le faire parce que c'est super compliqué. Être aussi exhaustif qu'on peut l'être, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop de jeux. Ouais, c'est super compliqué, mais c'est vrai que j'adorerais faire ça. Alors, il faut juste que je trouve le bon équilibre pour qu'on soit le plus complet possible en étant intéressant, parce qu'il y a plein de choses. Tu vois, même sur Sega, j'aimerais bien faire peut-être chez Sega juste les jeux d'arcade Sega. Et là, il y a des choses extraordinaires aussi à raconter. Et les histoires, et pourquoi... Les machines, les années, les périodes, les lieux, Donc voilà, j'ai ça. Dans les autres projets, il y a un truc, moi, qui me plaît bien, c'est l'histoire. Donc on fait les histoires des machines au travers des anthologies. Et j'ai envie de lancer une nouvelle collection sur l'histoire des éditeurs. Et en écrivant pour Player Spirit l'histoire de Namco, l'histoire de Taito, c'est incroyable. Alors, on apprend aussi des trucs fantastiques. Et c'est ça qui me branche, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place aussi l'année prochaine. Voilà. Player Spirit, juste rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux rappeler ce que c'est ? On en a amené un là. Parce qu'on n'en a pas parlé en fait au début. Ah oui, on n'a pas parlé. C'est un magazine qui est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on faisait, nous, dans les années 90. À ceci près, c'est qu'il n'y a pas de test dedans, parce que c'est pas le but. Internet le fait très bien. Mais ce qui, moi, m'intéresse dans Player Spirit, c'est de retrouver les acteurs de l'époque, les programmeurs, artistes, etc. de l'époque, et de discuter avec eux de cette période-là. Quand je les ai rencontrés dans les années 90, ils étaient liés à leur société, donc leur but à eux, c'était de vendre leurs jeux. Aujourd'hui, 30 ans après, ils parlent à cœur ouvert. Et donc, ils nous racontent des anecdotes passées qu'ils ne pouvaient pas nous donner à l'époque. Et c'est ça qui me plaît bien. Alors, on interviewe le type qui a Hergé Mical, qui a fait je raconte toujours ça parce que ça m'a impressionné. Donc, qui a créé l'Amiga et qui a créé la Lynx. Et avant que ça soit Atari, la Lynx, il a apporté son projet à Sega. Et il nous dit clairement, ce Sega sont des voleurs. La Game Gear, c'était moi qui leur ai donné. Ils m'ont tout repompé. Et quand on entend ça, on est content parce que au moins on a appris quelque chose. C'était pas une lampe de bois et on a une vraie information journalistique. Lui, il était pas bien content quand même. Ah, lui, il était furieux, mais voilà. Donc, parce que littéralement, c'était ça comme il a raconté. Ah. Non, et puis en plus, c'est ça que je veux pas non plus. C'est vraiment, cette histoire de Sega m'ennuie beaucoup parce que si tu es une licence Sega a le contrôle sur ce que tu écris. C'est-à-dire qu'il faut que tu envoies les textes, qu'il les valide. Je le sais puisque c'est ce que j'ai fait, le bouquin Sonic. Ok, je me suis occupé entièrement du bouquin Sonic. Sonic, chaque mot a été validé par Sega. Moi, c'est pas mon approche. Moi, j'ai une approche journalistique. Donc, j'ai pas du tout envie que Sega censure. On a eu ça sur Sonic. On n'avait plus le droit de parler de Michael Jackson, par exemple. Michael Jackson, je ne sais plus pourquoi. C'était par rapport à Sonic 3. Il avait commencé à composer des musiques du jeu. Voilà. Et on n'avait pas le droit de le mettre. Pourtant, c'est la vérité. Mais on n'avait pas le droit de le mettre. Donc, c'est pas intéressant.
Et voilà. Donc on a ce problème, je ne sais pas comment le régler. J'espère que Sega va enfin entendre raison et qu'ils vont nous laisser la permission de faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pas gagné. Je crois qu'il y avait aussi un petit projet de PC Engine à un moment. Ah ouais, PC Engine, mais ça c'est pour 21, ça, 2021, je pense, à PC Engine. J'ai le temps. J'ai le temps de finir la NES. Quand on veut parler de la PC Engine, du coup, avec qui on discute, on va aller chercher où les ayants droit là? Konami. Konami maintenant là, Ouais, c'est Hudson. Ok. D'accord. C'est Konami qui a les droits de la PC Engine. Bah, c'est Konami qui sort la PC Engine Mini. La PC Engine, ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est qui avait sorti la mini. Ah ouais, c'est Konami. Ouais, mais la PC Engine, c'est ma machine de cœur. Ouais, c'est ma machine de cœur. Oui, j'ai failli l'importer à l'époque, d'ailleurs. J'ai failli l'importer, la PC Engine, en Europe, enfin en France. Pas en Europe, en France. Nectasie, ouais. Mais c'est aussi très compliqué à faire, la PC Engine. C'est très compliqué aussi à faire. Voilà. Ouais, bon. On va voir, c'est pour ça que je dis PC Engine, en tout cas, ce sera pas avant 2021, ça c'est certain. Si vous voulez avoir toute l'histoire de comment Jean-Marc a failli pouvoir importer la PC Engine, je vous invite à regarder la vidéo de Ripley de l'année dernière, 2018, où il nous parle de tout ça en détail. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais ? Ah, je me rappelle pas. Comme quoi... Eux, ils s'en souviennent, hein, visiblement. Ah ouais, comme quoi. Ouais. Comme quoi, je mens pas, quoi. Ouais, il y avait eu beaucoup d'anecdotes sur cette vidéo. Et alors en plus, tiens, pour la petite histoire, à cause de tes conneries, j'aurais dû en acheter une parce que je la connaissais pas et ça fait 1 an que je suis dessus. Je me suis pris une corde au règle à cause de cette conférence. Eh ben, t'as bien fait. Et tu as raison, c'est une super console, je t'ai passé complètement à côté. Ah ouais, c'est la meilleure. On peut le dire, j'ai pris un énorme Mais- drive dessus et franchement, je m'éclate. Mais tout est bien dans un PC Engine, tout. Mais ne serait-ce le truc le mieux encore, au-delà même des jeux, c'est les cartouches. Oh, les cartes. Les cartes. Oh là 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 là, mais quel bonheur. Qu'est-ce que c'était Ça moderne. a failli, Et ça a aujourd'hui failli être encore, elles sont parfaites, le quoi. support du Famicom Disk System, ça. Ça a failli. Ah ouais, les cartes, c'est extraordinaire. Ah, franchement. En bas, elle est super sympa, la console Ouais. miniature. Tu la balades comme tu veux parce qu'elle est minuscule, donc tu l'amènes où tu veux. Ouais, Mieux c'était qu'une une Switch. super machine. C'est encore un truc, tu vois, c'est bien mieux que la NES. Enfin, moi, je trouve que c'est bien plus performant que la NES. Ça a beaucoup moins bien marché. On est d'accord. Ouais, on en revient toujours à la discussion de président. Ouais, voilà. Parce que le jeu était moins bien dessus. Je vais me faire tuer, là. Non, mais quand on n'aime pas les shoot'em up, forcément... Il n'y a pas que ça. Non, mais il y en a beaucoup, quand même. Oh là là là. Eh ben, en tout cas, c'est pas Mathieu qui écrira le bouquin. Non, c'est sûr. C'est incroyable d'être de parti pris comme ça, surtout quand t'as tort, hein, c'est fou. C'est hallucinant. Je m'en fais, putain. Ça m'énerve. Moi, c'est la partie qui m'a intéressé, c'est tout pour faire Mais ils sont beaux, hein. Splatterhouse, il est magnifique. Hein. Ah ouais, R-Type, c'était une claque. On parlait de Pixel Perfect. Et ben R-Type, il est sur PC Engine, il est remarquable. Ouais. Mais le RTL, autant certains, j'arrive à voir certaines différences parce que j'ai la chance d'avoir la machine originale à côté. Ah bon? Un petit peu quand même. Non, c'est bizarre. Par contre, sur le RTL, j'avoue que je me suis dit, pas plus tard que la semaine dernière, que j'allais me rebrancher dans une borne pour essayer de voir les différences parce que franchement, Non, il est très très bon. c'est vraiment très très fin et c'est vrai que. Le seul jeu des années 80, entre 85 et 90, qui pour moi est Pixel Perfect que je connaisse, c'est Marble Madness sur Amiga. Et j'ai pas d'autres exemples dans cette période-là de jeux qui sont. La seule différence, le seul inconvénient, c'est que t'as pas le Le- hardware d'origine. T'as pas le trackball. J'y ai joué encore il n'y a pas très très longtemps justement à Paris chez Neo Legend, chez Connect Legacy, qui ont justement une borne originale dessus. Et c'est vrai que le trackball avec la... Ça apporte beaucoup, on est d'accord. Surtout au niveau de la façon de jouer, parce que tu vas vraiment comme un fou furieux. C'est... Mais graphiquement, Graphiquement, c'est très 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 proche. au niveau de la latence et tout ce qui s'ensuit, c'est difficile d'arriver à les juger parce que c'est vraiment On est d'accord. deux mondes différents. Mais effectivement, Amiga aussi a été une machine fantastique. Exactement. Il y a eu pas mal de jeux comme ça qui ont été... Et malheureusement pas assez connu par rapport aux consoles. Mais bon.
Le quoi? Le X68000? Ah, mais c'est au Japon, ça. Ouais, personne qui avait un ordinateur japonais en France. Hein. Genre, on rêvait tous d'avoir comment ça s'appelle? Des Fujitsu, là, une Femtones. On rêvait tous d'avoir un Femtone. Moi, je rêvais d'avoir un Femtone. En fait, finalement, c'était pourri, mais je sais pas pourquoi. C'était japonais, ça devait être bien. D'ailleurs, je crois que ça va être un sujet du prochain Player Spirit, ça. Ah ouais, le prochain Player Spirit, on est débile. On fait une couve qu'en japonais. Voilà, on n'écrit pas en japonais. On le fait qu'en japonais, c'est on fait la couve, spécial Japon. On fait un spécial Japon, donc la couve, ça sera que du japonais. On va faire comme on s'en fiche, en fait, il n'est pas vendu en kiosque, donc on n'a pas besoin de taper les accroches, etc. Donc on est libre de faire ce qu'on veut. Donc du coup, on va faire une couve entièrement en japonais. Je trouve que c'est rigolo. Ça me plaît bien. Voilà. Et effectivement, à l'intérieur, il y a plein de trucs sympas. C'est vraiment un spécial Japon à 100%. Vraiment, là, par contre, on a été au Japon, un reportage sur le marché de l'occasion au Japon, avec des interviews de collectionneurs, etc., de vendeurs dans les boutiques, etc. Et c'est assez intéressant, c'est pas mal. Voilà. Sans tout dévoiler. Le marché japonais, justement, au niveau collection, au niveau collectionneur, par rapport au marché français, des grosses différences? Je suis pas un spécialiste. Non, je suis incapable de dire. Franchement, j'en sais rien. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des gens qui veulent reprocher à Jean-Marc de leur avoir fait acheter une machine? Encore? Ou un jeu. Ou un jeu. Ouais, t'as bien fait. Mais je savais que t'étais un mec de goût. Avec Ghost and Ghouls et Battle Ace. Non, j'ai pas pris Et Grand Zort. Grand Zord, j'ai pas pris, j'ai eu 41. Il y en a 4 de toute façon. Ouais, mais j'ai pas pris le. T'as vu comment je te sors des noms de jeux, moi? Oh là là, t'as pas vu ça? Ah là là, mais je connais par cœur la Logitech de la Supergraph. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est impressionnant. Je l'ai trouvé en fait. Je l'ai pas trouvé à l'époque. J'étais à Bordeaux, je l'ai pas trouvé. De toute façon, c'était pari ou rien. Hein. Ouais, C'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Hein. Non, C'est non. super difficile. Hein. Fnac de Bordeaux, tu trouvais la super. Ah ouais. J'ai acheté là-bas et mes jeux, il y en avait souvent. Oui, mais il n'y avait jamais d'import. Il y avait plein de jeux, NEC, tous mes jeux. Ah oui, mais c'est parce que c'était importé par Sodipeng à l'époque. Oui. T'as pas eu au départ. Il y en avait à la Fnac, il y en avait partout. Oui, grâce à Sodipeng. Malheureusement. C'est comme ça. La vidéo de 2018, encore une fois. Vous expliquez pourquoi. Voilà. Pas d'autres questions? Ouais, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bah après on est sur le stand. À 22h. On ira discuter. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Mathieu et Jean-Marc. Merci. Merci à vous. C'est gentil.